nous ce matin pour nous parler d'un grand événement. Élie, bonjour. Bonjour. Je dis grand événement parce que c'est vrai que c'était un best-seller quand même, que ce Ô Jérusalem, on l'a tous plus ou moins lu. En tout cas, moi j'avais lu La Pierre et Collins. Ouais. C'était en 72. Hein. Donc La Pierre est toujours vivant, est bien vivant. Collins a disparu, donc ne pourra pas voir l'adaptation au cinéma. Non. Ça sort ce mercredi et c'est vrai que c'est un gros événement parce que c'est aussi une super production, mais c'est aussi un événement, je dirais presque historique, puisqu'il traite de la création d'Israël. Mais juste avant, je voulais vous demander, est-ce que le lit, votre lit, le dimanche, c'est toujours une cour de récréation? Oui, oui, c'est toujours une cour de récréation. Il y a toujours les enfants, il y a toujours le chien, maintenant il y a des chats en plus. Donc c'est un peu un endroit... C'est un endroit très festif, oui. Alors j'explique, hein, parce que vous m'en aviez parlé, non pas je connaisse votre couche, mais tout simplement, on avait consacré un thé au café au lit, et nous étions ensemble au lit, et vous m'aviez donc... C'est un très bon souvenir, Catherine, je dois le dire. Un grand. Et vous m'aviez donné cette confidence. Je voudrais que vous écoutiez ça. Qu'est-ce que ça évoque? Oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, les chaussettes noires. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais à l'école et j'étais persuadé que le batteur des chaussettes noires était un de mes cousins. Donc je disais ça à tout le monde, ce qui était absolument faux d'ailleurs. Et puis, vantard. Ben oui, vantard, bien sûr, comme tous les gosses dans les cours de récréation. Et puis j'avais une adoration pour Eddie Mitchell, qui était le héros absolu de mon frère aîné, qui l'est toujours d'ailleurs. À quel âge, en fait, Élie, vous avez ressenti que vous étiez un Parisien, mais surtout un Parisien oriental? Tard, non? Tard, oui. J'ai ressenti que... C'est-à-dire, j'ai toujours considéré que j'étais parisien. Mais je suis né à Paris, mais je sentais qu'en moi, il y avait comme ça des racines, des sources qui étaient différentes de celles de Paris. Je me sentais heureux dès que je me rapprochais d'un olivier, dès que je voyais la mer Méditerranée, dès que... Je savais d'abord par mes parents, par mes grands-parents, que j'étais aussi un homme... Vous savez, Chouraki en arabe, ça veut dire celui qui vient du Levant. Et je sentais que je venais du Levant, même si j'avais atterri dans cette capitale. La mort a beaucoup rôdé autour de vous. Ouais. La mort de votre frère, la mort de votre mère, vous aviez 23 ans. Ouais. Est-ce qu'on est un autre garçon? Vous pensez être un autre parce que vous avez vécu des coups durs très jeune? Oui, parce que... D'abord, le problème, c'est que ça ne s'en va jamais. C'est-à-dire que c'est des douleurs qui restent éternellement. Après, j'ai perdu aussi ma belle-fille, qui était une enfant que j'aimais beaucoup. Donc, c'est des douleurs qui ne... Excusez-moi, vous me parlez de ça, ça me... c'est des douleurs qui restent profondément en soi. On se dit, bon voilà, c'est un événement, et puis on va arriver à le maîtriser. Et en fait, on se rend compte... moi, j'ai perdu ma mère il y a 33 ans maintenant. Et j'y pense constamment. C'est toujours quelqu'un qui est proche de moi et quelqu'un qui me parle. Et c'est quelqu'un qui me manque constamment. Et vous savez, c'est très curieux. Parfois, vous savez, en fin de journée, je me dis, tiens, il y a sûrement quelqu'un que je n'ai pas appelé parce que... Et parfois, je prends presque mon téléphone pour appeler encore ma mère. Vous voyez, c'est très étrange comme... De quoi elle serait fière, vous concernant? Que j'ai... je crois, abouti ce que je voulais aboutir, que je sois toujours allé au bout des chemins dans lesquels je m'étais engagé, que j'ai jamais fait de concession. Je pense qu'elle avait ce désir qu'on doit être dans l'absolu, qu'on doit être dans la vérité. Et moi, j'essaie en tout cas d'être dans ma vérité, dans l'exigence. Oui. Un rappel de ceux qui auraient raté un épisode de la vie d'Élie Chouraki, le rappel par Alexandra Garde. Dis, pourquoi il s'appelle Élie Chouraki? Et pourquoi il se filme? Parce qu'il est célèbre comme tous les Élie, Élie Kakou, Élie Semoun, Élie Wiesel, Charles Élie, hélicoptère... non. Élie, c'est le nom d'un prophète d'Israël du 9e siècle avant Jésus-Christ. Il a même un homonyme célèbre. En 1600, un homme qui s'appelait Élie Chouraki a écrit un traité de mathématiques et un traité de poésie. En digne descendant, notre Élie a donc commencé par écrire. Quand j'avais 10-12 ans, j'écrivais des poèmes qui effrayaient ma mère, d'ailleurs parce que j'avais lu Baudelaire, Rimbaud. Puis ce sera des articles pour François et l'équipe. Le cadre est modeste, un HLM avec une seule pièce, porte de Montreuil, dont il faut à tout prix s'évader. Pour cela, il y a aussi le sport, volley, rafting
Et ça porte bonheur, puisque c'est sur les bancs du Racing qu'il rencontre Lelouch. S'ouvre alors la voie du cinéma. Je suis arrivé par hasard dans un métier que je ne connaissais pas du tout. Tour à tour assistant, machiniste, accessoiriste, il attaque une triple carrière. Catherine Deneuve et Christophe Lambert dans Paroles et musique, Anouk Aimé, Richard Berry dans Mon premier amour suivi des marmottes, Chouraki filme les stars et la vie comme une comédie sentimentale. Avec beaucoup d'humour et de tendresse. Mais attention, un homme peut en cacher un autre. J'ai toujours été un grand type, balèze, souriant et sympathique, alors qu'en fait j'avais un intérieur très déchiré. L'an 2000 est un cap et il le prouve avec Harrison Flowers. Chouraki filme la guerre en Yougoslavie puis revient à ses premiers amours, le journalisme, avec un documentaire sur l'antisémitisme. Le but de ce travail était d'alerter encore plus les autorités pour leur dire « voyez ce qui se passe ». Les 10 commandements, Gladiateur, Elie se lance aussi dans de grosses productions et prouve qu'on peut mêler succès commerciaux et film humaniste. Mais au fait, est-ce qu'il a réussi à se filmer seulement? Normalement ça s'ouvre ici. Non ça va, je vais oublier, j'ai oublié, tant pis pour moi, j'ai oublié. Quand une jeune fille, une petite fille vous a dit à 12 ans « t'es moche », est-ce que vous lui avez répondu ça? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? J'aurais pu. J'aurais pu. Non mais c'est vrai que maintenant on s'est habitué, mais j'ai une drôle de gueule quand même. Par exemple, le nez cassé, c'est un mari jaloux, ça? Non, le nez cassé, c'est un camion. C'est un camion à 8 qui ans. oui, à 8 ans, et qui s'est garé alors que je faisais du vélo. C'était tellement mignon, j'ai failli mourir, mais c'était mignon. C'est un souvenir qui est à la fois tragique et très agréable. J'ai été soigné par des bonnes sœurs. Et alors? J'ai gardé un souvenir dans mon deuxième film, Qu'est-ce que fait courir David, je parlais des bonnes sœurs. Il y avait Aznavour qui criait « J'aime pas les bonnes sœurs ». Et en fait, c'était ma façon de leur dire à quel point je les aimais. Et que vous les remerciez. Oui. 2 personnes ont été déterminantes dans votre vie. Il y a celle qui a partagé d'ailleurs vos jours et vos nuits, c'est Anouk Aimé, et qui reste une amie. Oui, très très proche, oui. Très, oui, parce que Anouk, c'est ma mère, ma complice, mon amie. Elle m'a appelé tout à l'heure encore pour moi. Voilà, elle m'a dit. Elle m'a appelé pour me dire comment ça se passe, qu'est-ce qui alors raconte-moi. C'est quelqu'un quand j'ai un problème particulier, c'est quelqu'un vers lequel je vais. Oui. Une autre personne déterminante, et vous le dites vous-même, hein, c'est Claude Lelouch. Oui, alors ami, mais avec une amitié qui s'est délitée avec le temps. C'est-à-dire qu'on a une différence d'âge. J'ai été son protégé. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la vie de Claude, j'avais 19 ans, 20 ans. J'étais un tout jeune homme. Je crois qu'il m'a pris sous son aile, il a été très tendre avec moi. Il m'a appris beaucoup. Il m'a appris ce qu'était une caméra, ce qu'était la lumière, ce qu'était la direction d'acteur, ce qu'était beaucoup de choses. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, malheureusement, on se voit moins, pour ne pas dire plus, parce qu'il fait sa vie, j'ai la mienne, parce qu'il a beaucoup d'enfants, beaucoup, que moi j'en ai pas mal non plus, qu'on a nos métiers et que malheureusement on se voit moins. Alors vous posez toujours la question, paraît-il, de savoir si vous êtes à la hauteur. Mais ça, c'est quoi? C'est une sorte de complexe de naissance que vous avez? Non, c'est parce que mon exigence est très, très haute. Donc je veux à chaque fois savoir si j'ai vraiment été au bout de ce que je voulais faire, si j'ai vraiment... Mais c'est une question que vous vous posez à vous-même, oui. Pas aux autres. Non. Non, mais tout ce que les grandes questions, je me les pose toujours à moi-même. C'est toujours un problème entre moi et moi parce qu'il faut que je résolve les problèmes moi-même. Mais c'est vrai que, par exemple, faire au Jérusalem, c'était une aventure absolument hallucinante. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce film, je me disais, mais comment est-ce qu'on va arriver à faire ça? Et chaque matin, avec de la douleur parfois, parce que c'est dur de faire un film aussi long, chaque matin, je me disais, allez, il faut faire encore mieux. On se remet en question tout le temps en se disant, non, c'est pas bien. Tu crois que c'est bien, mais ça n'est pas assez bien. Qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu aurais pu exprimer dans cette scène que tu n'as pas eu la force d'exprimer? Et on recommence. Alors on recommence, ça donne un film qui va sûrement être un événement. On va en parler dans la deuxième partie de Thé au Café de Haut Jérusalem. On recevra aussi Fatima Al, qui est une femme tout à fait atypique, qui nous parlera notamment de la cuisine du partage en ce moment de Ramadan. Mais auparavant, on prend connaissance de l'actualité. Attendez-vous à plein de choses dans la deuxième partie. C'est bourré plein d'émotions et de surprises. Si. Et je savais que je ne voulais pas faire des différences, parce qu'il n'y a pas un regard objectif sur le film, il y a 2 subjectivités. Il y a celle que j'avais quand j'étais avec les Arabes, celle que j'avais quand j'étais avec les Juifs. J'essayais de comprendre, pour mieux faire comprendre tout ce qui rapprochait ces êtres
et qui les a séparés aussi? Alors, un livre donc, qui est sorti en 72 de Dominique Lapierre et Larry Collins. Alors, on s'est posé la question parce qu'il y a pas mal de films qui sortent aujourd'hui d'adaptations de romans ou de classiques vraiment littéraires. On s'est demandé quelles difficultés on rencontrait et c'est Alexandra Garde qui donne quelques éléments de réponse. C'est le mariage de l'année, celui du roman et du ciné. Et même si ce n'est pas une nouveauté, Méliès l'a lancé il y a 100 ans, Kubrick en a fait sa spécialité et même Godard, auteur de La Nouvelle Vague, s'est laissé tenter. L'adaptation atteint aujourd'hui des sommets. Plus de 50% des films seraient actuellement tirés d'une œuvre littéraire. Après 20 ans d'attente, Ô Jérusalem et Le Parfum viennent enfin d'être adaptés contre vents et marées. Il faut des années pour y parvenir. Dans le cas de Ô Jérusalem, plusieurs grands metteurs en scène se sont essayés. Costa Gavras, Claude Berry, et puis ils ont tous renoncé. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire un film suffisamment objectif. Les gros pavés sont très difficiles à adapter parce que vous êtes obligé de sabrer, de couper des chapitres, couper des personnages. Il faut être vraiment excellent scénariste pour arriver à en faire une histoire qui tient debout. Comme vous faites un choix, vous allez laisser dans l'ombre énormément de choses. Donc, il faut éviter que votre histoire racontée au cinéma ne soit qu'un squelette de la vérité. Et ça, c'est très difficile. Comment vous le trouvez? Épatante. J'imagine qu'une histoire intimiste peut être, à la limite, plus facile à adapter. Mais pas forcément. Souvenons-nous de l'échec cuisant de l'amant de Marguerite Duras, un univers littéraire fort et parfois un risque supplémentaire. Je pense que quand un roman est une réflexion presque philosophique, comme le parfum nous fait voyager à l'intérieur du cerveau d'un génie, d'un fou, tout ce qui est intéressant et passionnant dans le roman se retrouve complètement écrasé à l'écran, alors que le roman nous avait fait entrer dans la tête. Là, le narrateur reste continuellement à l'extérieur. Je crois que pour bien servir, il faut trahir. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut que le réalisateur s'empare de l'œuvre, la taille, la transforme et livre sa propre vision. Mais peu importe, pourvu que cette scène véhicule le message que les auteurs au départ ont voulu lui donner. Ça peut être aussi un grand casting. Hein, vous voyez, Le Silence des agneaux, très fort livre de Harris, devient un film très dense. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve face à un Anthony Hopkins qui est terrifiant, face à une Jodie Foster magnifique. Donc là, ces personnages très forts nous tiennent et nous emportent. J'ajouterais aussi utiliser les outils proprement cinématographiques. Je pense à la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, grande trilogie romanesque, magnifiquement transposée au cinéma, servi par une espèce de magie cinématographique, visuelle, technique, le son, les effets spéciaux. Mais il faut accepter, il faut jouer le jeu. Pourvu que le spectacle, en définitive, soit merveilleux, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Vous avez vu ce dont on parle, Le Grand Mône ou le Parfum? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu parce que je travaille sur la sortie du film, j'ai pas vu ça. C'est pas casse-gueule, pardonnez-moi l'expression, en fait, d'adapter un livre? C'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Moi, c'est différent parce qu'Ô Jérusalem n'est pas un roman, c'est un récit. Il y a une part romanesque quand même dans le film. Ah, dans le film, oui. Mmh. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des personnages du livre et j'en ai fait des entités. J'ai fait Saïd Chahine, Bobby Goldman. Bon, Adassa, j'ai essayé d'inventer des personnages. Il y a des petites histoires dans la grande. Absolument, qui représentaient la grande histoire. Parce que je pense que l'histoire, surtout celle-ci, est plus intéressante à vivre dans le regard des êtres qu'on connaît et qu'on va aimer. La patte humaine. Exactement, plutôt que d'avoir des titres avec des personnages historiques qui apparaissent. Là, on fait une histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, puisqu'il n'est pas sorti, donc ils sont quand même nombreux à ne pas l'avoir vu. Nous, on est plutôt des privilégiés, on l'a vu, la bande-annonce. T'as failli me tuer, pauvre idiot! Mais c'est toi là qui arrive en courant comme un malade! C'est moi le malade! Tu es juif? Ouais, et toi? Arabe de Jérusalem. Saïd Chahine, Bobby Goldman. La Palestine a peut-être appartenu aux Juifs pendant 20 siècles. Mais depuis, c'est nous qui vivons sur cette terre. Les Juifs ne partageront jamais Jérusalem!
Il y a un vote dans 2 mois au sujet du partage. Il y aura une guerre contre les Arabes et je veux me battre. Ferme-la, Jacob. La Grande-Bretagne a décidé de remettre son mandat entre les mains de l'Organisation des Nations Unies. Si les Nations Unies divisent la Palestine en 2 États distincts, l'un arabe, l'autre juif, la guerre éclatera. Je te remercie d'être là. Concernant le partage de la Palestine, a été adopté par 33 voix contre 13. Cet État portera le nom d'Israël. Allô? Hey, Bobby, je peux pas te parler là, parce que... Cet juif, ne lui parle plus jamais! Faut que je le voie. Bobby, n'y va pas. Je n'ai que toi, Bobby. T'as tué mon oncle? Non! Non! Un juif tue un arabe tue un juif. Le sang rappelle le sang, la douleur rappelle la douleur. La haine ne fait que grandir. Ça finira par s'arrêter. Ça finit toujours par s'arrêter. Vous n'étiez pas né, Élie Chouraqui, en 1948. Est-ce que vous auriez pris les armes? Vous auriez participé au combat? C'est difficile à dire. Les hommes et les femmes qui se sont battus, aussi bien du côté arabe que du côté juif, étaient pris dans une tourmente de l'histoire. Ils ont fait, au début de cette guerre, ils ont fait la guerre sans l'aimer. Ils ont tiré sans avoir envie de tirer. Ils se sont battus contre des gens qu'ils connaissaient, qui vivaient dans la maison d'à côté depuis des générations. Les gosses jouaient ensemble. Mais vous êtes posé la question? Vos parents ont vécu en Algérie. Je crois qu'il fallait absolument un État d'Israël, comme il faut absolument un État palestinien. Donc je me serais sûrement battu si j'avais été là-bas, oui, absolument. Mais du côté, bien sûr, du côté vôtre. Juif, oui, Voilà. Sans doute, oui. Mais est-ce que vous avez néanmoins de l'empathie, de la compréhension pour les Palestiniens qui se sont vus donc annexer leurs terres et qui ont dû s'enfuir? J'ai plus que de l'empathie, je suis déchiré par le destin de ce peuple. Ce peuple a été mis à mal par l'histoire, par la vie, ils se sont mis à mal eux-mêmes, ils ont été mis à mal par leurs dirigeants aussi, ils ont été mis à mal par Israël aussi. Je parle d'Arafat. Et je parle encore aujourd'hui, où il y a cette espèce de dictature de la majorité qui vous fait parfois choisir. Vous savez, un grand général, c'est celui qui fait la paix, c'est pas celui qui fait la guerre. Un grand combattant, c'est celui qui fait la paix, qui se bat en se disant un jour tout ça va s'arrêter le plus vite possible. Et si on ne gagnait, c'est pas quelqu'un qui vit de la haine, qui se repaît de cette haine. Je suis déchiré quand je vais en Israël, quand je suis allé dans les territoires palestiniens, maintenant c'est plus compliqué, de voir ces hommes et ces femmes avec une culture qui est riche, avec des racines qui sont riches, avec une intelligence. On sait ce que certains Palestiniens ont fait quand ils sont sortis de leur pays, qu'ils ont pu construire des choses. De voir que tout ça, en fait, n'a rien donné, ne construit rien depuis des années, parce qu'il y a cette guerre avec Israël, je trouve ça absurde. Vous étiez à Jérusalem il y a encore peu de temps, vous y allez assez souvent. Comment vous voyez le statut de cette ville? Je vais vous dire, mon sentiment profond, mon sentiment profond, c'est que si les hommes des deux côtés sont décidés à faire la paix, le statut de Jérusalem, pour moi, n'a aucune importance. Le statut d'une ville, aussi sainte soit-elle, n'a aucune importance par rapport à la vie d'un seul homme. Si on doit donner, si les Israéliens, si les Palestiniens doivent donner une partie de cette ville aux autres pour que les choses se passent en paix, mais avec honnêteté, je ne fais pas de l'angélisme, hein, j'essaie juste de voir d'une façon utopique comment pourrait se passer quelque chose d'idéal. Angélisme, idéal, oui, absolument, oui, parce qu'on oui. sait que le chemin est difficile, il y a des barbelés partout. Et même des murs. Et des murs et des mines, oui, et un mur et des mines. Mais si vous voulez, c'est vrai que je ne crois pas que le statut de Jérusalem m'importe autant que ça. Élie, un film comme le vôtre, au Jérusalem, s'expose forcément à la critique. Alors, on a demandé à Dominique Vidal et Alain Grèche, qui sont des journalistes du monde diplomatique et qui sont des spécialistes du Proche-Orient, d'analyser le film qu'ils ont visionné, donc eux aussi en avant-première. Le film a les faiblesses du livre. Et sa faiblesse, c'est qu'il a été écrit, le livre,
en 1972, donc il y a presque 35 ans, que depuis, il y a toute une école d'historiens, on les appelle les nouveaux historiens en Israël, qui, en fouillant dans les archives, en travaillant dur pour retrouver les faits, ont donné du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe de 1948, une toute autre vision. Et de ce point de vue, malheureusement, le film est obsolète. Tu sais ce que Jérusalem veut dire en hébreu? Yerushalayim, la ville de la paix. Chouraqui veut faire l'effort, à travers notamment les deux héros qui sont un juif et un arabe qui arrivent de New York, de donner la parole aux autres. En même temps, je crois que quand même, fondamentalement, ça reste un point de vue occidental. Quand on regarde le film, on a l'impression que les rapports de force sont écrasants en faveur des Palestiniens et des Arabes, surtout à partir de l'arrivée des armées arabes le 15 mai 1948. Or, les nouveaux historiens nous ont montré qu'au contraire, les rapports de force étaient très favorables aux forces juives pendant le premier conflit. Quand il termine en disant 750 000 Palestiniens sont partis de chez eux à l'appel de leurs dirigeants arabes, à l'appel des dirigeants arabes, j'aurais un conseil à lui donner, c'est de le supprimer. C'est pas la peine, parce qu'on sait que c'est faux. On ne peut pas aujourd'hui, en 2006, écrire que les Palestiniens sont partis à l'appel des armées arabes volontairement. Ça, personne ne peut l'écrire comme ça, personne n'ayant une culture historique minimale. Qu'ils soient israéliens, arabes, palestiniens, enfin, on ne peut plus écrire ça. Et ce n'est pas un problème de partialité ou d'impartialité. On a tout à fait le droit d'être plus favorable aux forces juives dans ce combat, ou plus favorable aux forces palestiniennes ou arabes, à la limite, peu m'importe, à condition qu'on le fasse d'une manière sérieuse du point de vue historique, et on ne peut pas gommer plus de 20 années de recherche des nouveaux historiens israéliens. C'est intéressant parce que quand ils disent que c'est un film obsolète, bon, que vous êtes basé en fait sur un travail des années 70. Mais pas seulement. Voilà. Vous pensez bien que les nouveaux historiens, je les connais, vous pensez bien que je les ai étudiés, vous pensez bien que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé 4 ans de ma vie à travailler sur ce document. Donc il y a eu des corrections qui ont été apportées. Mais si vous voulez, là où je ne suis pas du tout d'accord avec ces garçons qui sont historiens, ça m'étonne. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux, c'est que en fait, ce qui est raconté dans le film et ce qui a été raconté pratiquement par tous les historiens dans le monde entier, y compris du côté arabe. Maintenant qu'on puisse dire que le travail de Dominique Lapierre et Larry Collins, qui a chaud, quelques années après la guerre, sont allés voir 3000 personnes, ont fait 3000 interviews, ont rempli des cahiers entiers avec des gens qui étaient là encore vivants, que ce travail puisse être mis en question par des historiens qui tout d'un coup font... Mais eux disent qu'on en sait plus encore aujourd'hui. Écoutez, moi je veux bien qu'on en sache plus aujourd'hui. J'ai lu, moi, ce travail qui a été fait par les historiens, qui est pas loin d'ailleurs de ce que disent Lapierre et Collins, à part quelques points de détail. Je pense pas, franchement, que dans le film, on vive les choses d'une façon qui n'a pas existé. Alors là, je pense qu'on est au contraire à 99,99 proche de la réalité. 6 pays ont participé à la coproduction du film. Il y a Israël, il n'y a pas un pays arabe. On a essayé. Malheureusement, ça a été le plus difficile, mais je peux comprendre les Arabes. On a eu des rapports très longtemps avec un producteur égyptien qui avait très envie. Ils ont eu des doutes sur votre impartialité? Non, parce que, d'abord, oui, parce que sans doute parce que j'étais juif, ils ont eu ce doute-là, ce que je peux comprendre après tout, mais aussi parce qu'ils se sentaient en danger. Vous savez, on devait aller au festival d'Antalya, par exemple, qui est en Turquie, qui est un festival très important. On devait faire l'ouverture, ça avait été laissé il y a 1 mois. Le comité de sélection avait trouvé le film extraordinaire, une main tendue pour ce festival entre l'Orient et l'Occident. Les gens du festival ont reçu des menaces de groupes extrémistes et j'ai reçu une lettre très adorable d'ailleurs du président du festival. A été annulée. Et on a été annulé. C'est-à-dire que dans les pays arabes, malheureusement, il y a une présence qui fait que l'expression, on le sait, n'est pas toujours libre et que des gens qui auraient été participants dans ce film auraient pu avoir des problèmes. Vous le savez, Elie, nous sommes en plein Ramadan. Oui. Pour nos amis musulmans. Et ils sont nombreux en France à faire le ramadan. Oui. Alors je voudrais recevoir quelqu'un qui va bien vous intéresser. Elle a pour nom Fatima Al. C'est une femme totalement atypique qui est marocaine et qui vit en France depuis l'âge de 17 ans. Bonjour Fatima. Bonjour, ça va bien? Très bien. Bonjour Fatima. Alors voilà, ce livre, il nous a beaucoup intéressés. Bien sûr, c'est l'actualité. Ramadan, la cuisine du partage. Tout d'abord, Fatima, quel souvenir vous avez de votre premier ramadan, vous?
Le premier ramadan pour filles et garçons, c'est important. Pour une fille, c'est encore plus important parce que c'est vraiment pratiquement l'apprentissage de l'âge adulte. Mais au-delà de l'âge adulte, c'est presque sa place. En fait, on prend une réelle place par rapport à l'autre, au regard de l'autre, et on devient important. Et c'est très rigolo parce qu'on se met en scène. D'un seul coup, on est la star de la journée parce qu'on a su faire face à son désir de manger et qu'on est capable finalement d'être fort. Je voudrais qu'on vous connaisse mieux. Alors regardez, en 1 minute, on a réussi à rassembler quasiment toute votre vie. Alexandre Lagarde. Prenez une femme d'origine modeste, Fatima Al, née à Oudja au Maroc à la frontière algérienne, d'un père chauffeur de taxi. Mariée là à 17 ans avec un cousin dont elle aura 3 enfants et laissée mijoter. Vous la retrouvez 6 ans plus tard avec une ferme volonté de s'émanciper. Ajoutez alors des études en littérature arabe et en ethnologie, assaisonnées. Et vous obtenez une femme active, tour à tour conseillère en zone sensible et traductrice pour le ministère des Droits de la Femme. Laissez reposer. Et la voici femme d'affaires dans un monde d'hommes, la gastronomie, avec son propre restaurant, sa gamme d'épices et de thé commercialisés, ses cours de cuisine à la télé et ses livres à déguster. Apparaître la cuisine amoureuse et érotique des 1001 nuits, preuve que la cuisine est un art qui se prépare et que sous le plus court des noms se cache parfois une immense gamme de saveurs. C'est vous, ça vous correspond bien, je crois. Donc, premier ramadan, vous dites que vous n'êtes pas pratiquante. Est-ce qu'on a un jugement, justement, les musulmans qui, eux, pratiquent, ont un jugement sévère sur vous parce que vous ne pratiquez pas? Non, parce que j'ai un restaurant. La plupart des gens dans la salle font le ramadan, les cuisinières. D'ailleurs, très souvent, on me dit, peut-être que s'il y a une personne d'entre nous qui va au paradis, c'est toi. Or, moi, ce n'est pas la question que je me pose. Mais en même temps, moi, j'ai un respect énorme. Je reviens à ce que disait Élie tout à l'heure, Chouraki. Vous ne vous connaissiez pas, hein? Moi, je le connais et on s'est rencontrés une fois parce que j'avais très envie de faire un long métrage et on m'a guidée vers lui parce que j'adore les gueules au Maghreb, les gestes, la cuisine. Et on voulait, et il nous a dirigés d'ailleurs vers Dembo qui est mort, le pauvre. Comme quoi, ma vie de musulmane, ou en tout cas de tradition musulmane, est toujours aussi liée, parce qu'on est toujours liés avec nos amis juifs. Mais en même temps, je ne suis pas toujours d'accord, parce que tout à l'heure, il y avait une phrase qui m'a un petit peu choquée, parce que souvent, vous revenez à s'il n'y a pas de solution, c'est uniquement la faute des Palestiniens ou des pays arabes. C'est vrai qu'il y a une part. C'est parce qu'on me pose la question dans ce sens-là. Mais s'il n'y a pas de solution, c'est aussi la faute des Israéliens, bien sûr. Je pense qu'il y a quelque chose de très important actuellement. Ça ne peut venir que des gens comme vous ou comme nous, des artistes ou des gens qui travaillent pour la paix. Et de la diaspora, vous pensez? Je pense sincèrement que c'est à nous peut-être de se poser les vraies questions. Moi, j'étais à Jérusalem, j'ai fait le même voyage que vous. D'un seul coup, je me suis dit, je ne suis rien. Je ne suis rien, j'ai très envie de comprendre. J'ai mis un voile et j'étais à la mosquée, sur l'esplanade des mosquées. J'étais priée sur les murs de lamentation. J'étais du côté catholique. J'étais invitée par les Israéliens pour donner une conférence sur juifs et musulmans, la cuisine du lien. Pour dire, attendez, on a des millions d'années ensemble. Alors, c'est des cousins germains, si ce n'est pas des demi-frères. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi finalement cette haine et la nourriture nous rapprochent? Élie, qu'est-ce qui se rapproche justement quand vous entendez Mais c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que je me suis réveillé... Sur le plan olfactif, les saveurs... Je me suis réveillé à la maison avec ma mère qui préparait des pâtisseries de couscous. Ma grand-mère est née à Tétouan, au Maroc espagnol. Mes parents sont en Algérie. C'est ma cuisine. Quand j'ai lu le livre de Fatima, j'ai retrouvé des recettes que je connais depuis que je suis enfant. C'est ma culture. C'est-à-dire que c'est cette absurdité de penser que les Juifs et les Arabes, et les Juifs et les musulmans ne sont... ils sont proches, et je veux dire qu'ils sont même indifférenciables. Je dirais, est-ce que j'ai pas une tête d'arabe, franchement, et j'en suis heureux. Est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir une juive? Non, mais je veux dire, c'est une absurdité de penser qu'il y a des différences. Les conflits sont là. Il faut essayer. Je le fais parfois maladroitement, pardon pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que parfois je le fais maladroitement. Je ne vais pas au bout de ma pensée parce qu'elle me paraît évidente. Mais il faut essayer de lutter avec toute notre énergie. Mais c'est vrai que
on a presque l'impression que c'est facile de lutter, puisque tout est possible quand on rassemble ces hommes et ces femmes. À vous entendre, quand vous êtes réunis tous les deux, on se dit c'est facile. Non. Mais... non, c'est pas beaucoup moins facile, simple mais que c'est ça. possible. Je voudrais que vous écoutiez cette chanson. Oui. Salam alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying amen. Alpha Blondy, c'est une chanson très écuménique. Living together, amen. Merci beaucoup, Fatéma. Merci à vous. Fatéma Ramadan, la cuisine du partage. On vous quitte, on va au dos à dos tous les deux. Qu'est-ce qui vous attire justement physiquement chez un homme? La droiture de son regard. Si vous étiez une femme, pourquoi craqueriez-vous pour Elie Chouraqui? Sans sourire. Qu'est-ce que vos enfants ne savent pas de vous? Pas assez comme je les aime. Quel est votre fantasme inaccompli? Être un prophète assez puissant pour faire que les hommes vivent en paix. Quel épisode de votre vie n'aimeriez-vous pas voir porté à l'écran? Toute ma vie. Quelle est la pire insulte que vous ayez reçue vous-même? Sale juif. Ça arrive souvent? C'est arrivé, ça arrive moins, mais ça arrive parfois. Avez-vous déjà fouillé les poches de votre femme? Bien sûr. Et vous y avez trouvé des choses intéressantes? Non. La dernière fois que vous vous êtes trouvé médiocre? Me dites pas tous les jours. Non, la dernière fois, c'était quand j'ai cédé à une demande à laquelle je n'aurais pas dû céder. Vous étiez un peu lâche, quoi. Oui, j'étais un peu laxiste, disons. Votre dernier geste avant de dormir? Je serre celle que j'aime dans mes bras. Préférez-vous avoir comme voisin de cimetière Spartacus, Martin Luther King ou John Lennon? Martin Luther King. On retourne à table? J'ai une surprise pour vous. John Lennon, ça John correspond Lennon, à quoi oui. pour vous? Imagine. Venez avec moi. Je vais chanter Imagine. Il y a la foule est en délire. Le texte. Oh là là, ça va être difficile, mon Dieu. Le texte est là. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Imagine all the people living. Ah, je chante comme une casserole. Le public est en furie enthousiaste. Je chante bien parfois, mais là, j'ai pas Bravo très bien Elie. chanté. Ça, Merci. c'est une magnifique aussi chanson, Ouais, une des plus belles chansons de paix. Hein, C'est extraordinaire parce que je suis toujours admiratif quand un artiste comme ça, en un coup de crayon, en quelques lignes, exprime des choses qui sont aussi fortes. Je voudrais vous offrir New Yorker. Alors, le New Yorker, oui, vous le connaissez New Yorker, bien oui, sûr bien sûr. ce C'est fameux gentil journal, comme tout. le journal américain. 300 dessins qui sont inédits donc, sur la France et les Français. Et qui racontent donc le siècle, le XXe siècle. Magnifique. Et de l'histoire franco-américaine. Et puis, nous étions tout à l'heure auprès de photos, une exposition du Jardin du Luxembourg. Ça, c'est une autre exposition, mais de photos dans cet album. Beauté nomade, de chez Flammarion. Photographie de Yann Romain et des textes d'Hippolyte Romain qui connaissent très très bien le Tibet et qui vit notamment pour Hippolyte Romain en Chine. C'est un très très beau livre, vous qui appréciez beaucoup les photos et les portraits, vous aimerez beaucoup. Alors, je remercie tout d'abord Nathalie de Coster, Nathalie, qui est une copine. Oui, et puis qui est surtout une À grande vous. artiste. Parce que j'adore ce qu'elle fait. Je trouve sculptrice. que elle a réussi à faire que le bronze bouge. C'est-à-dire qu'elle donne un mouvement à quelque chose qui est inerte et je trouve ça admirable. Elle expose actuellement sur le plateau de Au Café, mais aussi à l'hôtel Crillon à Paris, place de la Concorde. Et puis je voulais remercier aussi Esti Lévy,
qui expose aussi à Paris, rue des Saints-Pères, jusqu'au 29 octobre. Ce sont des peintures aux couleurs très chatoyantes et qui étaient exposées aussi sur le plateau de Thé ou Café. Et moi, je voudrais vous remercier. C'était très agréable. Ah, c'est sympa de dire ça. Merci, vous savez que c'est porte ouverte. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain, nous serons en compagnie d'Ariel Dombal, et puis le lendemain, dimanche, de Roland Giraud. Passez une très très bonne semaine d'ici là, et puis mercredi, n'oubliez pas la sortie de Ô Jérusalem. C'est un grand film sur l'histoire et sur la création donc d'Israël. Un film d'Élie Chouraqui qui nous a fait l'amitié de prendre ce thé ou ce café avec nous. C'était Thé et Café. Thé et café, Il est très bon, ce garçon. Passez une très bonne semaine. À samedi prochain. Au revoir. Merci. Merci à vous.